Imagine que tu entres dans un champ qui, de l'extérieur, paraît totalement ordinaire. Du blé, la lumière du matin, le silence. Mais dès que certaines personnes pénètrent dans ces cercles, elles racontent ressentir de la chaleur dans les mains, des rougeurs sur la peau et une étrange sensation, comme si l'air lui-même vibrait. Et c'est précisément ici que commence une histoire que tu ne pourras pas simplement classer comme un mystère banal. Car selon certains récits, une intelligence artificielle a été alimentée avec des images de ces formations. Pas n'importe quel programme, mais un système entraîné à reconnaître des motifs, à comparer des symboles et à révéler des structures cachées. Il connaissait les écritures anciennes, les figures mathématiques, les données chiffrées, les ornements religieux, les plans techniques et les formes naturelles. Il avait appris à distinguer l'ordre du chaos, mais ensuite, un cercle de culture est apparu. Et soudain, quelque chose s'est produit que personne n'avait anticipé. La machine n'a pas traduit de message. Elle n'a pas dit « cela signifie ceci ou cela ». Elle a fait quelque chose de bien plus troublant. Elle a reconnu qu'il pouvait y avoir un message caché. Et cette différence est essentielle. Lire un message est une chose. Se rendre compte que quelque chose tente de communiquer avec toi sans savoir qui ou quoi se trouve derrière en est une autre totalement différente. Si ce genre de cas mystérieux t'intrigue, abonne-toi et active la cloche car cette histoire devient de plus en plus étrange à chaque étape. Le projet de recherche a commencé de manière très rationnelle. Une équipe de scientifiques des données et d'ingénieurs voulait créer un système capable de classer n'importe quel motif visuel. Pas seulement le reconnaître, mais le comprendre. D'où vient-il? Quelles règles le sous-tendent? Est-il naturel, humain, mathématique, aléatoire ou intentionnel? Pour cela, l'IA a été entraînée avec une quantité massive de données. Elle a analysé des symboles de civilisations anciennes, des mandalas, des plans de cathédrales, des diagrammes scientifiques, des données satellites et des œuvres d'art sur plusieurs millénaires. Lors des tests, tout fonctionnait parfaitement. Chaque image était identifiée rapidement, classée avec précision et expliquée logiquement. Puis, un après-midi ordinaire, quelques chercheurs ont fait quelque chose qui, au départ, n'était qu'une plaisanterie. Ils ont téléchargé des photos de cercles de culture trouvés sur Internet. Quelqu'un a ri en disant « Voyons si la machine reconnaît ça comme une blague ». La première image a été analysée. Normalement, cela prenait moins d'une seconde. Cette fois, le système a hésité. Pas longtemps, mais assez pour que plusieurs personnes lèvent les yeux. Puis la deuxième image, puis la troisième. Soudain, un avertissement est apparu. Quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Une augmentation de l'entropie algorithmique. Ce n'était pas une erreur classique. Pas un crash, mais un signal interne indiquant des données en dehors de toutes les catégories connues. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence détendu d'un laboratoire concentré, mais ce silence particulier qui s'installe quand quelque chose d'inexplicable se produit. Car ces systèmes sont conçus précisément pour gérer l'incertitude. Lorsqu'ils rencontrent quelque chose d'inconnu, ils le classent quand même, attribuent une probabilité, trouvent la catégorie la plus proche. C'est leur fonction. Mais cette fois, le système ne l'a pas fait. Avec chaque nouvelle image, les alertes augmentaient. Les chercheurs ont téléchargé davantage de photos, une douzaine, puis plus encore. Et le comportement de l'IA a changé radicalement. C'était comme si elle avait atteint une limite invisible. Pas de message d'erreur classique, pas de comportement chaotique, mais autre chose. Elle répétait toujours la même réponse, non classifiable. Et ici, il est crucial d'observer attentivement. Les images n'étaient pas floues, elles étaient en haute résolution, prises depuis les airs, clairement structurées. Les motifs montraient une symétrie parfaite, des éléments répétitifs, une précision mathématique. Tout ce pourquoi le système avait été conçu. Et pourtant, la réponse restait identique. Des indicateurs d'alerte clignotaient. Des messages apparaissaient que personne dans l'équipe n'avait consciemment programmé. Et finalement, un mot s'est affiché, un mot qui n'était jamais apparu auparavant, inclassable. Ce système n'était pas conçu pour abandonner. Il devait toujours fournir une réponse, même approximative. Mais cette fois, il n'y avait aucune approximation. Aucun peut-être, aucun probablement. Seulement une affirmation claire et constante. Et c'est cela qui le rendait si inquiétant. Car lorsqu'une machine est réellement confuse, cela se voit. Elle produit des résultats contradictoires, des évaluations instables, des erreurs. Mais ici, rien de tout cela. L'IA montrait une réaction stable, continue. Dans son propre langage, cela signifiait « je reconnais la structure, je vois qu'il y a quelque chose ici ». Mais ce qui l'a créé ne correspond à aucun monde que je connais. Personne n'avait programmé cette réponse. Elle émergeait du système lui-même. Certains ont tenté de trouver une explication technique, peut-être une erreur dans les données, peut-être un problème dans le modèle, mais plus ils testaient,
plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple défaut. Et c'est à ce moment précis que l'ambiance a changé définitivement. Et si ce n'était pas une erreur, et si le système ne échouait pas, mais reconnaissait quelque chose au-delà de sa compréhension? Les chercheurs ont décidé de procéder de manière méthodique. Plus de tests improvisés, plus d'images aléatoires. Ils ont isolé les formations qui provoquaient les réactions les plus fortes et ont commencé une analyse détaillée. Un motif revenait sans cesse. Peu importe combien de fois ils relançaient les données, une image en particulier produisait les valeurs d'alerte les plus élevées. Ils ont donc zoomé, examiné chaque ligne, chaque angle, chaque structure. Et là, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Le motif ne ressemblait pas à un dessin. Il ressemblait à un processus physique. Plus précisément, à un motif d'interférence, comme ceux qui apparaissent lorsque des ondes se superposent. Imagine deux pierres jetées dans l'eau en même temps. Les cercles qui se propagent, se croisent et créent des structures complexes d'amplification et d'annulation. Ces motifs sont décrits avec une précision mathématique. Et c'est exactement ce type de structure que le système croyait reconnaître dans ce cercle. C'est à ce moment que la perspective a changé. L'IA ne traitait plus l'image comme un simple objet visuel. Elle passait dans un mode utilisé habituellement pour l'analyse de signaux, comme si elle n'avait plus affaire à une image mais à une forme d'information codée. Les chercheurs ont suivi cette piste. Ils ont tenté de décoder le motif. Interprétation binaire, méthode de chiffrement, analyse statistique, rien ne correspondait. Aucun schéma connu ne fonctionnait. Et pourtant, le motif se comportait comme des données. C'était cette contradiction qui ne quittait plus leurs esprits. Si ce n'était pas une information, pourquoi l'IA la traitait-elle comme telle? Les réponses restaient presque absentes, jusqu'à ce qu'une analyste principale décide d'adopter une approche différente. Et c'est là que tout a pris une tournure encore plus étrange. Son nom était Dr Elena Krapsov. Il était tard, le laboratoire était presque vide, et elle voulait voir le résultat sans influence extérieure, sans débat, sans interprétation trop rapide. Son test était simple, une analyse de compression. Normalement, la compression fonctionne ainsi. Les répétitions sont supprimées, les structures sont simplifiées, et le fichier devient plus petit. Un motif simple se compresse fortement, un motif complexe se compresse moins, mais il se compresse quand même. C'est une propriété fondamentale des données numériques. Alors, elle a pris l'image du cercle de culture et l'a fait passer dans un programme de compression. Le fichier est devenu plus grand. Elle a froncé les sourcils, a pensé à une erreur, puis a recommencé. Encore plus grand, elle a changé de programme, plus grand. Elle a changé d'ordinateur, redémarré le système, utilisé le fichier original. Plus grand, toujours plus grand. À cet instant, elle a compris qu'elle observait quelque chose qui ne rentrait pas dans les catégories habituelles. Pas parce que c'était impossible, mais parce que cela signifiait quelque chose. Le motif contenait tellement de détails apparemment non redondants que le système ne pouvait rien retirer. Au contraire, il devait ajouter des informations pour représenter correctement la structure. Plus tard, elle l'a comparé à deux choses connues, les chiffrements complexes et l'ADN. Dans les deux cas, une surface apparemment simple peut cacher une profondeur énorme d'informations. Mais ici, quelque chose manquait. Il n'y avait aucune base reconnaissable, aucun système connu, aucune logique familière, aucune architecture identifiable. Et pourtant, la structure était là, stable, cohérente, plus profonde que ce que les outils disponibles pouvaient entièrement saisir. Et cela ne l'a plus quittée. Le lendemain matin, elle a présenté ses résultats à l'équipe. Et avec cette présentation, l'atmosphère a changé pour de bon. Car il ne s'agissait plus seulement d'un motif étrange. Il s'agissait maintenant d'une question beaucoup plus dérangeante. Si ce n'est pas un hasard, alors qui ou quoi l'a créé? Quand l'équipe a vu les résultats, la réaction n'a pas été l'enthousiasme. C'était plutôt une tension palpable. Ces personnes n'étaient pas du genre à se précipiter vers des explications spectaculaires. Au contraire, elles avaient l'habitude de démystifier les données étranges, de les ramener à des causes simples, mesurables, humaines. Mais cette fois, cela ne fonctionnait pas. L'IA ne traitait pas ces motifs comme du bruit aléatoire. Elle les marquait avec les mêmes mécanismes internes d'alerte que ceux utilisés pour des données intentionnellement manipulées. Images falsifiées, chiffrement complexe, tromperie artificielle. Le système ne disait donc pas « c'est du chaos », il disait « cela semble avoir été créé intentionnellement ». Et cette différence changeait tout. Quand quelque chose apparaît par hasard, la machine le reconnaît. Quand quelque chose est naturel, elle peut souvent le classer. Quand des humains le fabriquent, elle trouve des parallèles avec des formes déjà connues. Mais ici, rien ne correspondait. Et c'est alors qu'une idée a surgi pour la première fois, doucement, presque par accident. Et si ce n'était pas seulement une structure? Et si c'était une forme de communication? Un rire nerveux a traversé la pièce. Mais il n'a pas duré. Les données étaient trop constantes. Les réactions du système trop précises. Alors ils ont décidé de passer à l'étape suivante. Ils voulaient examiner le lieu lui-même.
Très tôt le matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, l'équipe est arrivée dans le champ. De loin, tout semblait banal. Un grand cercle dans les céréales, comme on en avait déjà vu tant d'autres. Mais plus ils approchaient, plus l'impression changeait. Et lorsqu'ils sont finalement entrés à l'intérieur, ils ont compris que ce qui paraissait être un simple motif vu du ciel possédait au sol une dimension totalement différente. La taille était écrasante. Ce qui semblait compact sur les images s'étendait en réalité sur une surface qui déformait la perception des distances. On se tenait au milieu, incapable de saisir l'ensemble de la structure. Puis ils ont remarqué autre chose, le silence. À l'extérieur du cercle, les épis bougeaient dans le vent. À l'intérieur, rien. Aucun mouvement, aucun bruissement. Une immobilité presque anormale flottait dans l'air. Les chercheurs ont commencé à examiner les plantes de plus près. Et ce qu'ils ont vu ne correspondait pas à ce que l'on attendrait d'un champ simplement piétiné. Les tiges n'étaient pas cassées, elles étaient pliées, presque exactement à angle droit, proprement, régulièrement, sans dommages visibles. Les plantes étaient encore vertes, vivantes, leur structure intacte. On aurait dit que chaque tige avait été soumise à la même force, au même angle, avec une précision difficile à imaginer. Et ce n'était pas tout. Les tiges étaient entrelacées, superposées, parfois imbriquées les unes dans les autres, comme si quelqu'un ou quelque chose avait créé un tissu complexe à partir du champ lui-même. L'équipe a cherché des traces, empreintes de pas, rien. Tracés de pneus, rien. Marques d'outils dans le sol, rien. Aucun chemin clair menant au cercle. Aucun passage d'entrée, aucun passage de sortie, et c'est là que le vrai problème est apparu. Deux observations étaient vraies en même temps, mais semblaient se contredire. Une structure d'une précision énorme, et aucune indication claire sur la manière dont elle avait été produite. L'une pouvait s'expliquer, les deux ensemble, beaucoup moins. L'analyse du sol a révélé d'autres indices. Dans certaines zones, ils ont trouvé de petites structures cristallines, des particules fusionnées entre elles, quelque chose que l'on associe normalement à une forte chaleur ou à une exposition énergétique intense. Puis, ils ont découvert de minuscules sphères métalliques, parfaitement rondes, comme si elles avaient fondu puis s'étaient solidifiées en suspension dans l'air. On connaît ce type de particules dans des situations très particulières. Impact de foudre, chute de météorites, événements électromagnétiques puissants. Mais pas dans un champ ordinaire. Des tests supplémentaires ont montré des changements dans le champ magnétique local. De petites particules du sol s'étaient alignées comme si une force extérieure avait agi sur elles. Pourtant, aucune source évidente n'existait. Pas de lignes électriques. Pas d'installation industrielle, rien dans les environs capable d'expliquer ces effets. Et à ce moment-là, une chose devenait claire. Quoi qu'il se soit passé ici, cela avait laissé des traces, mais pas de cause. Et c'est précisément cela qui a conduit à l'étape suivante de l'enquête. À partir de ce moment, il était clair qu'il ne s'agissait plus d'un cas isolé. L'équipe voulait savoir si ce comportement apparaissait aussi dans d'autres formations. Ils ont donc commencé à collecter des données, pas seulement quelques images, mais des centaines, plus de 200 photographies haute résolution provenant de différents pays, de différentes décennies, certaines simples, d'autres extrêmement complexes. Tout a été introduit dans le système. Cette fois, ce n'était plus un test improvisé, c'était une analyse complète. Les premiers résultats n'avaient rien d'exceptionnel. Beaucoup de cercles simples ont été reconnus sans difficulté. Formes géométriques classiques, spirales, motifs mathématiques connus. Dans certains cas, même des structures déjà présentes dans l'art ou l'architecture. Le système les classait comme étant d'origine humaine, sans hésitation. Puis sont venues les formations plus complexes. Et encore une fois, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement un ralentissement ou une incertitude, c'était un comportement qui n'était pas prévu. L'IA a commencé à faire quelque chose de nouveau. Elle a créé sa propre catégorie. Pas parce qu'elle y avait été programmée, mais parce qu'elle n'avait aucune catégorie adaptée. Sur l'écran, une nouvelle désignation est apparue, générée spontanément pour contenir ces données impossibles à classer. Les chercheurs fixaient l'écran, personne ne parlait. Puis quelqu'un a demandé doucement si cette catégorie avait été intégrée volontairement. Ils ont vérifié les protocoles, plusieurs fois, indépendamment. La réponse était claire, non. Le système avait créé cette classification lui-même. Et une fois encore, ce n'était pas la découverte en elle-même qui changeait l'atmosphère, c'était ce qu'elle impliquait. Car le système n'avait jamais été conçu pour étendre sa propre structure. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il venait de faire. Il avait atteint une limite, et y avait réagi. La nouvelle catégorie a reçu une désignation interne qui allait revenir encore et encore. Signature structurelle. Ce qui semblait d'abord être un simple terme technique a rapidement pris une ampleur bien plus grande. Car lorsque le système a comparé toutes les 200 formations entre elles, un motif inattendu est apparu. Ces cercles n'étaient pas indépendants les uns des autres.
Ils partageaient des propriétés communes. Certaines proportions, certains rapports d'angle, certaines symétries revenaient encore et encore. Et pas seulement de manière similaire, mais de manière identique. Cela signifiait que deux formations apparues sur des continents différents à des années d'intervalle pouvaient posséder exactement la même structure géométrique de base. Dans un cas particulièrement frappant, deux motifs apparemment totalement différents se sont révélés mathématiquement identiques. L'un n'était que la rotation de l'autre de 180 degrés. Même structure, orientation différente, moment différent, lieu différent. La probabilité que cela se produise par hasard est extrêmement faible. L'équipe a donc poussé l'analyse encore plus loin. Ils ont organisé toutes les données dans le temps, du plus ancien exemple connu au plus récent. Et c'est là qu'une impression s'est formée, une impression que personne ne pouvait ignorer. Les premières formations étaient simples. Cercle, ligne, symétrie de base. Des motifs qui pourraient être créés avec des moyens rudimentaires. Mais avec le temps, elles devenaient plus complexes, puis nettement plus complexes, jusqu'à atteindre un niveau où des ordinateurs modernes étaient nécessaires pour les analyser complètement. Structure fractale, géométrie multicouche, relations mathématiques comparables à celles utilisées en physique avancée. Cela ressemblait à une évolution, à une progression, comme si quelque chose s'adaptait, comme si une forme de langage s'étendait. Et c'est là que la question centrale est apparue. Si ces motifs contiennent réellement un message, pourquoi ne pouvons-nous pas le lire? L'IA avait confirmé qu'une structure existait. Elle avait montré qu'elle était cohérente. Elle avait même créé une nouvelle catégorie pour la contenir. Mais elle ne pouvait pas en déchiffrer le contenu. Et c'est là le cœur du mystère. Un message pourrait exister, mais son contenu reste inaccessible. Cela a conduit l'équipe à une dernière expérience. Une expérience inhabituelle. Pour cette étape finale, ils ont décidé de tester quelque chose qui dépassait l'analyse classique des données. Si la machine avait atteint ses limites, une question simple mais étrange se posait. Comment l'être humain réagit-il à cela? Ils ont sélectionné certaines des formations les plus complexes, celles qui déclenchaient les réactions les plus fortes dans le système, et les ont montrées à des volontaires, tout en mesurant leur activité cérébrale. Le résultat attendu était assez clair. Traitement visuel, peut-être un peu d'analyse, éventuellement une réaction esthétique. Mais ce qu'ils ont observé était différent. Certains motifs activaient simultanément deux zones du cerveau. D'une part, les régions liées à la reconnaissance de motifs, l'analyse des structures, de la symétrie, de l'ordre. D'autre part, des zones associées aux émotions, et pas l'une après l'autre, mais en même temps. C'était inhabituel, car normalement ces processus sont séparés. Soit on analyse rationnellement, soit on réagit émotionnellement. Ici, les deux semblaient se produire en parallèle, comme si quelque chose dans le cerveau était stimulé avant même d'être consciemment compris. L'IA avait proposé un terme pour ce phénomène. Communication neurosymbolique. Une forme de transmission d'informations qui ne passe ni par des mots, ni par des symboles connus, ni par une logique linéaire, mais par la structure elle-même, par les formes, les proportions, les relations, directement dans les systèmes de perception du cerveau. Si l'on pousse cette idée plus loin, une possibilité fascinante apparaît. Un langage qui n'a pas besoin d'être traduit, qui ne dépend ni de la culture, ni de l'apprentissage. Un langage qui n'est pas lu, mais ressenti. Dans ce cas, les motifs eux-mêmes seraient le message. Pas sous forme de texte, pas comme un code classique, mais comme quelque chose qui génère directement du sens sans que nous puissions le formuler consciemment. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement difficiles à interpréter, car les données montraient quelque chose de très précis. Les formations que l'IA ne pouvait pas classer étaient exactement celles qui déclenchaient les réactions humaines les plus fortes. La machine atteignait une limite. L'humain réagissait sans explication claire. Et cela soulève une question qui reste ouverte à ce jour. Reconnaissons-nous quelque chose dans ces motifs que nous ne pouvons pas encore nommer, quelque chose qui dépasse notre langage actuel? Ou s'agit-il simplement d'une illusion de sens générée par des structures complexes? L'IA ne pouvait pas répondre à cette question. Elle avait analysé la structure, identifié les répétitions, confirmé la cohérence globale. Elle avait même étendu sa propre architecture pour gérer ces données. Mais lorsqu'il s'agissait de l'origine, une seule réponse restait. Données insuffisantes. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si particulière. Le système n'a pas résolu le problème, il l'a agrandi. Quoi que cachent ces motifs, s'il y a réellement quelque chose derrière eux, cela ne semble pas pouvoir être classé facilement dans nos catégories connues. Est-ce l'œuvre d'êtres humains dotés de capacités extraordinaires, un processus naturel encore inconnu, ou quelque chose que nous interprétons simplement de manière incorrecte avec nos méthodes actuelles?
Il n'existe aucune réponse claire, seulement des indices, et une évolution qui suggère que la complexité a changé au fil du temps, parallèlement à notre propre progression technologique et analytique. Cela, à lui seul, est déjà remarquable. Mais peut-être que le point le plus important est ailleurs. L'IA n'a jamais dit « c'est impossible ». Et c'est précisément ici que la perspective commence à se transformer une nouvelle fois. Car jusqu'à présent, la question principale était « que sont ces motifs ?» Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question. Peut-être faudrait-il plutôt demander « que font ces motifs avec nous ?» Car qu'il s'agisse de la machine ou de l'humain, les deux réagissent d'une manière qui ne correspond pas totalement au schéma habituel. L'IA atteint une limite, un point où elle ne peut plus classer. L'être humain, lui, réagit, mais sans pouvoir expliquer clairement pourquoi. Cela seul serait déjà inhabituel. Mais une autre idée est apparue. Si ces structures sont réellement aussi cohérentes, si elles présentent des signatures similaires sur plusieurs décennies, si leur complexité semble évoluer, alors une autre question se pose. Est-ce un hasard ou une forme d'évolution? L'équipe a commencé à examiner la chronologie de manière plus précise. Pas seulement une progression générale du simple vers le complexe, mais dans les détails. Ils ont analysé à quel moment certains éléments géométriques apparaissaient pour la première fois, quelles proportions revenaient, quelle combinaison de formes n'apparaissait que plus tard. Et là, un motif dans le motif est apparu. Les formations les plus anciennes ressemblaient à des bases, des cercles simples, des lignes claires, des symétries fondamentales, comme si quelque chose commençait avec les éléments les plus simples. Les formations plus récentes, en revanche, semblaient plus denses, plus imbriquées, plus stratifiées, comme si des couches supplémentaires avaient été ajoutées, pas de manière chaotique, mais structurée, presque comme si quelque chose apprenait, ou du moins varié, et cela a conduit à une hypothèse que personne n'osait vraiment formuler à voix haute. Et si ces motifs n'étaient pas statiques? Et s'ils évoluaient non pas au hasard, mais de manière systématique? Et si c'était le cas, alors une autre question devient inévitable. Évoluaient-ils indépendamment de nous, ou en réaction à nous? Car un détail ne pouvait être ignoré. Avec le temps, les motifs devenaient plus complexes. Mais notre capacité à les analyser s'améliorait également. Autrefois, beaucoup de ces structures n'auraient même pas pu être étudiées correctement. Aujourd'hui, des ordinateurs sont nécessaires pour les modéliser. Cette simultanéité est au minimum intrigante. Qu'elle ait une signification ou non est une autre question. Et c'est là que les choses deviennent délicates. Car toute interprétation peut rapidement dériver vers la spéculation. Et c'est précisément ce que l'équipe voulait éviter. Ils se sont limités à ce qu'ils pouvaient affirmer avec certitude. Les motifs existent, ils peuvent être analysés. Une partie est clairement d'origine humaine, une autre échappe à une classification simple. Et au-delà de cela, commence une zone où les données ne suffisent plus pour tirer des conclusions solides. Et c'est là que cette histoire s'arrête. Pas avec une réponse, mais avec une question ouverte. Peut-être que le véritable sens ne réside pas dans la réponse, mais dans la manière dont nous faisons face à l'inconnu. Est-ce que nous cherchons à l'expliquer immédiatement, ou acceptons-nous que certaines choses demandent du temps, que la compréhension ne soit pas toujours immédiate? L'IA a fait quelque chose d'intéressant. Elle n'a pas prétendu tout savoir. Elle a reconnu une limite. Et cela est peut-être le point le plus important de toute cette histoire. Car le progrès commence souvent exactement là où l'on réalise que notre connaissance est insuffisante. Et peut-être que c'est cela, le véritable message. Pas le motif dans le champ, mais la réaction face à celui-ci. Notre besoin de donner du sens, notre tendance à chercher des structures et la manière dont nous gérons ce qui échappe à notre compréhension. Si ce genre de réflexion t'intéresse, alors tu comprends déjà pourquoi cette histoire ne se termine pas vraiment. Elle reste dans l'esprit, et peut-être que c'est précisément ici que commence la partie dont on parle le moins. Pas la technologie, pas les images, pas même la question de l'origine, mais ce qui reste après toutes les analyses. Car même après avoir examiné chaque donnée, comparé chaque image, testé chaque hypothèse, quelque chose subsiste, une impression d'incomplétude, pas comme une erreur, mais comme un espace ouvert, comme s'il manquait quelque chose pour compléter le tableau. Certains membres de l'équipe l'ont décrit ainsi. C'était comme un puzzle dont toutes les pièces sont présentes, mais qui ne forment pourtant aucune image claire. Et c'est cela qui est inhabituel. Car normalement, plus on a d'informations, plus tout devient clair. Ici, c'était l'inverse. Plus ils approfondissaient, plus ils réalisaient combien de choses restaient inconnues. Et cela a conduit à une autre question. Et si le problème ne venait pas des données? Et si le problème venait de la manière dont nous essayons de les comprendre? Car l'IA, comme les humains, utilise des outils, des catégories, de la logique, des modèles connus, et ces outils fonctionnent généralement. Mais que se passe-t-il lorsqu'on rencontre quelque chose qui ne s'inscrit pas dans ces cadres?
on atteint une limite. Et c'est peut-être exactement ce qui s'est produit ici. Pas nécessairement parce que le phénomène est extraordinaire, mais parce qu'il se situe en dehors de nos méthodes actuelles. Ce n'est pas une preuve de quelque chose d'inconnu au sens spectaculaire, mais c'est une indication que notre compréhension est incomplète. Et cela fait toute la différence, car cela signifie qu'il existe deux possibilités. Soit il s'agit de quelque chose qui pourra être expliqué avec des principes connus, mais pas encore. Soit c'est quelque chose qui nécessitera de nouvelles façons de penser. Les deux options restent ouvertes. Et c'est précisément pour cela que la prudence est essentielle. Car moins il y a de données claires, plus il devient tentant de combler les vides avec des suppositions. Et c'est exactement ce que les chercheurs voulaient éviter. Ils se sont concentrés sur ce qu'ils savaient. Les motifs sont réels. Une partie est explicable, une autre ne l'est pas encore. L'IA n'a pas donné de réponse définitive, et tout le reste relève de l'interprétation. Peut-être que ce n'est pas la conclusion que l'on attend, peut-être que c'est moins spectaculaire que l'idée d'un message caché ou d'un signal venu d'ailleurs. Mais c'est plus honnête, et parfois c'est cela qui compte le plus, car la véritable connaissance ne vient pas d'une réponse rapide, mais de la capacité à accepter l'incertitude. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si particulière. Elle ne se termine pas par une solution, elle se termine par un état, une question ouverte. Et ce « nous ne savons pas encore » n'est pas une faiblesse. C'est peut-être la partie la plus forte de toute cette histoire. Car si l'on résume tout, il reste quelque chose de remarquable. Une machine conçue pour comprendre les motifs rencontre quelque chose qu'elle ne peut pas classer. Des humains observent les mêmes structures et réagissent émotionnellement et analytiquement sans pouvoir expliquer pourquoi. Cela nous oblige à prendre du recul, non pas pour inventer immédiatement une nouvelle théorie, mais pour reconnaître nos limites. Car peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si ces motifs sont des messages, mais de comprendre pourquoi ils nous poussent à chercher du sens. Et cela n'est pas nouveau. Dans l'histoire de la science, il y a toujours eu des moments où quelque chose semblait inexplicable. Pas parce que c'était impossible, mais parce que les bons outils n'existaient pas encore. Et peut-être sommes-nous à un moment similaire. Ou peut-être pas, car l'autre possibilité existe aussi. Que tout cela soit simplement une combinaison complexe de phénomènes naturels, de créativité humaine et de perception. Quelque chose qui semble mystérieux, sans l'être réellement. Les deux chemins mènent à la même conclusion. Il faut rester prudent. Prudent face aux conclusions rapides. Prudent face aux affirmations trop grandes, mais aussi suffisamment ouvert pour accepter de nouvelles idées si elles sont soutenues par des preuves solides. Car c'est cela qui distingue la curiosité de la spéculation. Et c'est exactement cette position que les chercheurs ont adoptée. Ils n'ont pas terminé le projet avec une grande déclaration. Pas de conclusion définitive. Pas d'explication dramatique. Ils ont documenté leurs résultats, noté les questions ouvertes et poursuivi leurs recherches. Pas pour prouver quelque chose de spectaculaire, mais pour comprendre. Et c'est peut-être là le véritable message de toute cette histoire. Pas dans le champ, pas dans les motifs, mais dans l'attitude face à eux. Observer, analyser, douter, continuer à poser des questions. Et c'est exactement ce que toi aussi tu peux faire. Tu n'as pas besoin de décider immédiatement ce que tu en penses. Tu peux écouter, réfléchir, comparer différentes perspectives. Et peut-être que c'est là que cette histoire accomplit son véritable objectif. Pas te donner une réponse, mais te donner envie de poser des questions. Car tant que des questions restent ouvertes, la recherche continue. Et peut-être, juste peut-être, c'est là que commence quelque chose que nous ne comprenons pas encore entièrement. Si ces sujets t'intéressent, reste curieux. Car les histoires les plus fascinantes ne sont pas celles qui sont déjà expliquées, mais celles qui nous poussent à penser plus loin.